Bienvenue, chers tous, chères toutes, dans l'émission Écologie et Conscience, une émission consacrée aux défis écologiques de l'heure. Nous sommes à un mois tout juste de la tenue de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat COP21 Paris 2015. Comment se font les derniers préparatifs pour la réussite de cette COP? Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder la question et découvrir la vraie nature de la diplomatie climatique de la France. Et ce sera avec son Excellence, M. Marc Fombostier, ambassadeur de France au Togo. Son Excellence, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est très un honoré. honneur. Merci Roland. Merci. Son Excellence, l'année 2015 est considérée comme une année cruciale pour le climat. À Paris, en décembre prochain, va se tenir la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et tout le monde attend avec impatience ce qui va se passer à Paris. À quelques jours de la tenue de cette conférence, comment vont les derniers préparatifs et qu'attend donc la France, pays organisateur de cette 21e conférence? Cette conférence de Paris est présentée à juste titre comme une conférence cruciale. Pourquoi est-ce qu'elle est cruciale? C'est parce qu'on sait maintenant d'une manière certaine et scientifiquement établie que si nous ne modifions pas la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, nous courons à une catastrophe écologique. Une catastrophe écologique qui aurait des conséquences sur l'alimentation, avec une population qui augmente beaucoup, et sur les conflits de répartition de ressources qui deviendraient rares. Donc c'est une conférence qui n'est pas seulement pour le climat, c'est une conférence pour la paix. Deuxième chose, c'est que la France ayant une haute conscience de ses responsabilités, les assume intégralement. Et elle se met en ordre de bataille avec tous les États membres des Nations Unies, parce que ça ne peut pas se faire seul, pour préparer une conférence qui soit un succès. Cette conférence sera un succès si nous réussissons ce que l'on appelle l'Alliance de Paris. Une alliance, ça rappelle un peu l'Arche d'Alliance de Noé. L'Arche d'Alliance, vous voyez, un pacte avec au fond l'humanité tout entière et la maison commune, la Terre. Il y a 4 axes dans cette Alliance de Paris qu'on envisage. Et sur ces 4 axes, il y a heureusement des progrès. Le premier axe, c'est celui des contributions nationales des pays. En quoi ça consiste? C'est un peu comme si on demandait à chaque pays d'être un bon élève de la classe et de répondre à temps pour dire ce qu'il est prêt à faire spontanément pour améliorer la situation et réduire les émissions, les atténuer ou adapter son économie pour éviter que nous dépassions un réchauffement de 2 degrés dans les 30 années qui viennent. Donc entre 2020 et 2030, quels efforts spontanés les États vont-ils faire? On a demandé à chaque État de rendre une contribution. À ce jour, au moment où nous parlons, 155 pays sur les 196 qui seront à Paris ont répondu. Et ces réponses couvrent 90% des émissions actuelles. Donc vous voyez qu'on a déjà profondément avancé dans la méthode et dans l'engagement de chacun vers ce premier pilier qui sera celui des contributions nationales. Il y a un deuxième pilier fondamental, le pilier des financements. Nous avons pris l'engagement en 2009 déjà, donc il y a déjà 6 ans, de faire un fonds vert qui serait abondé à hauteur de 100 milliards de dollars par an à compter de 2020. Je suis très optimiste pour réussir à atteindre cette cible parce que spontanément déjà les États contribuent à hauteur de 65 milliards et à Lima l'autre jour, les banques de développement se sont engagées sur 15 milliards supplémentaires. Donc vous voyez qu'on monte en puissance et qu'on arrive progressivement à ce niveau de 100 milliards. Pourquoi ce fonds est très important? C'est qu'au fond, il y a une logique dans tout ça. Si les États s'engagent à faire des efforts, et particulièrement les États africains, qui ne sont pas les plus riches, on le sait, s'ils acceptent d'atténuer ou surtout d'adapter leur modèle économique pour faire moins d'émissions, il faut qu'on les aide. Il y a une responsabilité historique des pays plus riches qui ont pollué plus par le passé que l'Afrique. Et l'Afrique demande une justice. De l'aide. Voilà. Elle demande justice, elle demande un effort équitablement réparti et elle a raison. Eh bien, c'est toute l'intelligence de cette alliance de Paris
que de prévoir un deuxième pilier qui est financier. Parce que le climat n'a pas de prix, mais il a un coût, comme la santé, si vous voulez. Et donc, il faut qu'on prévoie ces mécanismes de transfert et de solidarité. Là encore, nous sommes bien engagés. Troisième axe, qui va être très important et capital, c'est d'arriver dans toutes ces contributions qu'on va synthétiser, à définir les termes d'un accord universel et juridiquement contraignant qui va vraiment réussir, à la différence de Kyoto, qui a un petit peu échoué, parce qu'au fond, à Kyoto, il y avait peut-être moins de pression, il y avait moins de conscience, il y avait moins de mobilisation générale. Là, je crois que sur ce troisième point, le troisième axe de l'Alliance, ça va être très important pour la présidence française avec l'aide des États, parce que c'est une volonté commune. S'il n'y a pas cette force commune, il n'y aura pas d'accord. Mais s'il y a un accord, il faut qu'il soit juridiquement contraignant et qu'il prévoit bien des efforts, des taux et des sanctions négatives ou positives. Et les sanctions positives, ce seront les financements. Donc, ce troisième pilier-là est capital. Et ce ne sera pas le plus simple. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle l'agenda des solutions. En quoi ça consiste? Ça, c'est un moteur à la fusée qui n'existait pas à Kyoto. C'est les sociétés civiles, c'est vous et moi, c'est les citoyens et les citoyennes du monde qui s'emparent de cette question climatique et qui pensent très justement que c'est une affaire citoyenne autant qu'une affaire des États. Et ça veut dire que nous avons là un système complet, des contributions officielles des États, des financements, un accord juridiquement contraignant et des bonnes volontés qui sont vous et moi, qui sont toutes les citoyennes et tous les citoyens du monde qui se sentent concernés par l'effort d'adaptation au changement climatique. Chacun va changer son mode de vie, son mode de transport, son mode de chauffage, son mode de consommation pour essayer d'éviter qu'on ait du CO2, du CO2, du CO2. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Si vous achetez de la viande importée qui a fait 2000 km, c'est pas pareil que si vous financez l'éleveur de poulets du coin. Juste à côté. Ça n'a pas le même bilan carbone. Je veux juste dire que nous sommes co-responsables de cette conférence de Paris, mais bien plus de ce patrimoine commun qui est la Terre. Et ce qui me rend optimiste, si vous voulez, Roland, c'est que, à la différence des autres conférences, parce que vous allez me dire c'est une conférence de plus, il y en a eu déjà plein, c'est qu'il y a un état de conscience d'urgence qui n'existait pas avant. Et on va y revenir après parce que vous allez certainement m'interroger là-dessus. Mais je pense que le moment de Paris est un moment qui, je dirais, arrive à un moment où il y a une fenêtre d'opportunité qui est totalement exceptionnelle. Son Excellence, vous venez d'expliquer plusieurs aspects et on voit que l'enjeu est de taille. Mais depuis 1992, les États membres de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques négocient pour tenter de sauver la planète. Plusieurs négociations internationales ont vu le jour, mais sans aucune solution concrète. Cette 21e conférence, pensez-vous que cette conférence peut relever le défi? Ne sera-t-elle pas encore une conférence pour rien ou bien un sommet pour rien, une hypocrisie? Je ne le pense pas un instant. Pour moi, il y a trois facteurs qui changent radicalement les données du problème et qui changent les circonstances et le contexte de cette conférence de Paris par rapport aux précédentes. Trois ruptures, si vous voulez. La première rupture, elle est majeure. C'est que tout le monde observe aujourd'hui les conséquences physiques du changement climatique. Il n'y a pas un pays développé ou pas développé ou peu développé qui ne subisse pas les effets concrets du réchauffement planétaire. Au Togo, l'érosion côtière, le déficit hydrique, l'altération des saisons de pluie ou des saisons sèches sont des choses extrêmement faciles à vérifier et que tout le monde observe. Si aujourd'hui le bol de maïs est passé de 150 CFA à 850 CFA, c'est parce que la récolte de maïs n'a pas été bonne cette année. Elle n'a pas été bonne parce qu'il y a un déficit hydrique. Il y a un déficit hydrique parce qu'il y a un dérèglement climatique. En Californie, avez-vous l'impression que les Californiens n'aient pas déjà la certitude que les choses ont changé, et même dans la durée d'une génération? En Inde, où j'ai servi, les Indiens sont les premiers à souffrir de la fonte des glaciers, des altérations des crues du Gange et du dérèglement des moussons. Il y a une pénurie alimentaire en Inde qui n'existait pas auparavant. Allez à Pékin et demandez aux Chinois s'ils aiment l'atmosphère qui règne à Pékin.
Vous avez vu les rapports de l'OMS qui sont absolument accablants. Accablant. Il n'y a pas, et regardez les dernières catastrophes qu'il y a eu dans le sud de la France, à Cannes et à Mandelieu. Je veux dire, nous sommes tous exposés physiquement, et je dirais dans nos vies concrètes et réelles, aux conséquences qui sont dramatiques déjà maintenant, du changement climatique. Ça, c'est la première chose qui est majeure. La deuxième, c'est qu'il y a maintenant une certitude scientifique. Il n'y a plus une personne qui vient discuter les rapports du GIEC en disant ce sont des fantaisistes, des anarchistes, de dangereux faussaires. Tout le monde a compris et convient, d'un point de vue scientifique, il y a un consensus, que l'activité humaine a un impact sur le réchauffement. Il y a un moment où il y avait un doute, il n'y en a plus. Troisième chose, et ça c'est aussi très important, les moteurs du changement sont en marche. Ce n'est pas seulement les États, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si les États veulent et les chefs d'État et de gouvernement veulent un changement, c'est déjà très bien. Mais ils vont être sous une pression fantastique des médias et des opinions publiques mondiales. Tout le monde va prendre à témoin les médias et l'opinion publique mondiale de ce qui va se passer à Paris. Et je vais vous dire quelque chose, Rolande. Je n'aimerais pas être le chef d'État qui va refuser de signer, parce que ce chef d'État va prendre une responsabilité mortelle devant la paix, la guerre, devant, au fond, la catastrophe écologique, devant le monde entier. Donc la pression sur les chefs d'État et de gouvernement va être d'une force et d'une ampleur qui n'a jamais existé. Enfin, je vais vous dire quelque chose. Il y a une inflexion qui se sent déjà et qui est nouvelle. Les plus gros pollueurs et émetteurs, on les connaît, ce sont les Américains et les Chinois. Ouais. Eh bien, ces deux pays viennent de conclure un accord en G2 sur le changement climatique. Ça me paraît être le prémisse d'un succès de Paris. Parce que si deux pays comme ceux-là, qui ont de tels intérêts à faire de la croissance riche en émissions, sont d'accord pour plafonner les émissions, et sont d'accord pour discuter ensemble des termes de ce qui pourrait être, au fond, la poutre maîtresse de l'accord de Paris, je crois que nous avons une vraie chance. Mais c'est parce qu'il y a eu ces trois facteurs que je vous ai dit, ces trois ruptures. La première rupture, les changements concrets, observables. La deuxième, le consensus scientifique. Et la troisième, l'extraordinaire pression des opinions. Donc on peut dire qu'il y a une conscience, vraiment. Une conscience en marche et en acte. Il ne suffit pas d'être conscient, c'est comme nous dans la vie. Ouais. Vous avez la conscience et après le passage à l'acte. Moi je crois que les conditions du passage à l'acte sont réunies. Il y a aussi quelque chose qui intrigue beaucoup de gens. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre, ils sont un peu sceptiques, pessimistes. C'est loin des grands problèmes rencontrés lors des négociations jusqu'à présent. Et c'est cette question qui est histoire, problème de comment parvenir à un commun accord sur la réduction d'émissions en carbone, comme vous venez tout juste de le préciser. Et il y a certains pays, quand on parle par exemple de la Chine, les États-Unis, le Canada, les gros pollueurs, que pensez-vous de ça en tant que pays organisateur? Pensez-vous concrètement que ces pays, la Chine, les États-Unis, le Canada, les gros émetteurs, pourront enfin se mettre d'accord pour atteindre collectivement une trajectoire qui permettra de maintenir la température moyenne de la planète? Votre question est fondamentale. Vous posez la question des conditions d'un accord universel et équitable. Je crois que la présidence française va être particulièrement soucieuse que l'accord de Paris, que je crois possible et que je pense atteignable, soit un accord équitable où aucun État ne sente qu'il a été volé, floué ou qu'au fond il est entravé dans sa marche vers le développement humain. Troisième chose, ce qui change, et vous l'avez dit, c'est que quand on est diplomate, on sent l'ambiance. Eh bien, je vais vous dire, à Kyoto, c'était moyen, à Copenhague, c'était mauvais. Il n'y avait pas ce qu'on appelle le dealing mood en anglais, l'humeur ou l'ambiance à faire un accord. Là, j'observe que les deux plus gros pollueurs, les États-Unis et la Chine, ont compris, ils sont au pied du mur, qu'il faut agir et bouger. Ils ont préféré préempter, c'est une logique diplomatique classique, ils voudraient qu'on cale l'accord de Paris sur leur accord. Donc je crois que l'accord de Paris sera différent de leur accord, il sera probablement un peu plus ambitieux. Mais au fond, ils ont très bien compris qu'ils ne peuvent pas se dérober
à un accord contraignant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc vous vous rendez compte que si deux pays aussi majeurs que les États-Unis et la Chine, qui ont été des obstacles à Copenhague, sont devenus aujourd'hui au contraire des facilitateurs d'accords, on a un changement majeur. Puis vous avez parlé du Canada. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment au Canada. Le Canada a changé de Premier ministre. Ouais. Il a un très jeune Premier ministre qui est, permettez-moi de dire, un jeune ministre vert. Vert. Vert parce qu'il est nouveau, mais vert parce que surtout, c'est un garçon un homme, qui a des convictions écologiques très fortes et qui n'est pas satisfait du bilan énergétique canadien. Parce qu'il sait qu'effectivement, l'exploitation des terrains argileux, en Alberta notamment, a dégradé le bilan carbone canadien. Donc, je crois qu'il va arriver à Paris avec à cœur de marquer une rupture et une différence par rapport à son prédécesseur. Vous voyez, vous avez parlé de 3 pays. La Chine, les États-Unis, le Canada. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Tous sont concernés. Mais ces 3 pays-là que vous avez mis en avant comme étant des pays un peu problématiques, moi je pense au contraire qu'ils vont être des éléments de la solution que nous allons trouver à Paris. Mais je vous répète, Roland, il n'y aura pas d'accord à Paris, non seulement si les gros pollueurs actuels ne sont pas raisonnables, mais si d'abord tous les pays du monde ne veulent pas d'un accord, et surtout si cet accord n'est pas équitable. Et un accord équitable, dans l'esprit de la présidence française, c'est un accord viable. Pas seulement qu'on va signer, mais qu'on va avoir envie d'appliquer. Et si on a envie de l'appliquer, c'est pas qu'on va considérer qu'il est bon. Il est bon pour la planète, mais il est bon pour chaque pays individuellement et compatible avec les ambitions légitimes tout de même de se développer. Comment voulez-vous dire à des Indiens ou à des Togolais, vous n'aurez pas le droit de vous développer humainement et d'avoir plus de choses et un meilleur niveau de vie à cause de l'accord de Paris? C'est impossible. Justement, à Il ce faut que niveau, ce soit grâce à l'accord de à ce Paris. niveau, quand on prend par exemple la Chine se met toujours du côté des pays en développement, malgré qu'elle a déjà... C'est une posture de négociation habile tactiquement, mais qui ne trompe personne. Tout le monde sait très bien où est la Chine aujourd'hui. On sait que la Chine a une croissance économique qui a été fulgurante, qu'elle a un modèle de développement extrêmement dynamique et qu'elle a surtout modifié fondamentalement son équation climat et son équation richesse et PNB. Voilà. Donc je veux bien que la Chine continue de se présenter comme un pays en développement, mais cela fait sourire tous les diplomates sérieux, évidemment, pour moi. Son Excellence, une question également qui divise surtout les pays développés et les pays en voie de développement lors des négociations est la question du traitement financier dans la mise en œuvre des 2 solutions, adaptation et atténuation au changement climatique. Les pays en développement, particulièrement l'Afrique, demandent carrément un traitement financier équitable entre l'atténuation et l'adaptation. Comment la France, en tant que pays organisateur, compte-t-elle peser dans la balance pour trouver une solution, une fois de bon, à ce problème? 3 réactions à ce que vous dites. La première, c'est qu'il faut toujours remonter dans le temps pour comprendre où nous sommes aujourd'hui et pourquoi. Il est évident, dans l'esprit de tous, qu'il faut qu'il y ait une certaine justice et une équité dans l'adaptation, l'atténuation, autrement dit dans l'effort que vont consentir les États. Parce qu'ils n'ont pas, dans le stock de gaz émis et le changement déjà observé, la même responsabilité. Ouais. Vous vous souvenez de cette formule qui était très juste, on parlait de responsabilité commune mais différenciée. Ça, c'est un point qui va rester, je dirais, une ligne rouge ou une espèce de fil conducteur dans toute la diplomatie climatique. Il n'est pas question de traiter de la même manière un pays qui est un pollueur historique parce qu'il est devenu un pays industriel au XIXe siècle et un pays qui n'accède qu'aujourd'hui à la technologie et à l'industrie, premièrement. Deuxième chose, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance cruciale du fonds vert. Ce fonds vert, il va être vraiment le régulateur et l'écluse financière qui va permettre, si vous voulez, de compenser l'effort marginal qu'on va demander à certains pays par rapport à d'autres, compte tenu de leurs caractéristiques socio-économiques, s'ils font notamment de l'adaptation, pour leur permettre justement d'adapter un système productif à cet enjeu climatique. Je pense aux pays africains. Les pays africains vont être naturellement de grands bénéficiaires potentiels
de ces financements. Et troisième chose, vous avez raison de souligner qu'une présidence, c'est son rôle, doit être la plus attachée possible à ce que le texte final agrée à tous. Ça va amener la présidence française, qui, je dirais, pour des raisons historiques que vous connaissez fort bien au Togo, a, je dirais, pour l'Afrique, une tendresse, une amitié, une solidarité particulière, à faire extrêmement attention à ce que les États africains, qui sont d'ailleurs dans des positions différentes, le Nigeria et le Togo ne sont pas tout à fait sur la même ligne, mais les pays africains, ils parlent entre eux, ils cherchent à dégager une ligne. Bien, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ce que l'effort d'adaptation qui va être particulier pour l'Afrique soit compensé par des mécanismes appropriés. Donc je crois que ça va être tout l'enjeu, toute l'exigence et je dirais toute la noblesse du travail de la présidence française que d'arriver à faire converger et coïncider les plaques tectoniques au fond des situations face au changement climatique. Parce que vous avez vraiment des approches qui sont différenciées par continent et au sein de chaque continent par pays. C'est ce qui rend d'ailleurs les choses extrêmement difficiles. Un accord entre 196 pays qui ont des niveaux de développement, des géographies, des territoires, des populations et des ambitions aussi différentes, c'est pas facile de faire tenir ça, mais c'est pourtant l'humanité d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on doit mettre dans l'accord de Paris. Justement, sur cette question de financement lors de la conférence de presse tenue le 7 septembre dernier, le président François Hollande a montré clairement les grandes directives de la diplomatie de la France. Il a promis 100 milliards comme engagement financier en faveur des pays en développement pour les aider à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi la nécessité pour la France d'orienter son offensive sur ce plan? Je crois que quand on veut être crédible, il faut être exemplaire. Le président français a simplement constaté deux choses. La première, c'est que le niveau de l'aide publique au développement de la France avait tendance depuis quelques années à diminuer en proportion du produit intérieur brut, et c'est une chose à laquelle il ne pouvait pas se résoudre. Et la deuxième, il a voulu augmenter le contenu en action contre le changement climatique dans notre aide publique au développement. Et en cela, il est parfaitement en ligne et en cohérence avec sa responsabilité historique de président de la COP21. Donc je dirais simplement que cette mise au point du président français, c'est une décision politique majeure qui vise à mettre la France dans une situation d'exemplarité et je dirais d'annonce très claire du cap qu'elle veut prendre parce qu'elle souhaite que d'autres le fassent par imitation, mimétisme et au fond par cohérence des choix. Donc, le président français est à l'action, est clair dans ses intentions et se veut exemplaire et cohérent par rapport à la responsabilité COP21. Il n'y a pas autre chose derrière cela, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il a vraiment pris les mesures budgétaires pour que ces 5 milliards soient effectivement budgétés et prêts pour armer l'aide publique au développement de la France. Ok. Quel sera cette fois-ci le caractère particulier de cet accord très attendu à Paris? La conférence de Paris, je voudrais juste vous rappeler un chiffre. Ça va être 45 000 personnes au Bourget pendant une dizaine de jours. C'est énorme. 45 000 personnes, ça veut dire pour la France, déjà comme pays hôte, une mobilisation phénoménale qui se prépare depuis 18 mois. Il y a 18 mois qu'on prépare ça. La sécurité du sommet, la logistique du sommet, l'hébergement et l'accueil qui doit être conforme aux traditions de la France. 25 000 participants officiels, 20 000 pour l'agenda des solutions et la société civile. Vous voyez bien que c'est quelque chose qui n'a existé nulle part et jamais. Oui, mobilisation mondiale. C'est déjà en soi quelque chose de spécial. Mais surtout, c'est un accord mondial qu'on cherche pour le monde entier. Un accord mondial pour le monde et pour la maison commune. Un accord qui va être financé. C'est-à-dire que non seulement on va signer un texte, mais on va prévoir des mécanismes financiers pour que les pays soient incités à respecter leur engagement et leur signature. Et enfin, ce sera un accord populaire. Ce ne sera pas un accord élitiste, négocié par les diplomates et signé par les chefs d'État et qu'on oublie après. C'est un accord que tout le monde va s'approprier. Ce sera l'accord des citoyens, des citoyennes, des associations, des ONG, des nations
et des États. Donc vous voyez, et des Nations Unies. Donc c'est un accord qui aura tous les étages possibles réunis pour être un accord, je dirais, entier, plein. Et ça, c'est majeur. Pour moi, c'est ça qui va marquer les différences qualitatives entre Paris et ce qui a précédé Paris. Merci, Son Excellence. Merci beaucoup. Nous sommes en train de voir vraiment la nature particulière de la diplomatie française. Sans oublier, on ne peut pas l'oublier, nous sommes au Togo et on doit parler un peu du Togo. À l'Institut français, dans ce mois à partir de 20 novembre, il y aura, le mois même est déclaré le mois de la COP 21 et à partir de 20 novembre, il y aura différentes activités concernant la COP 21. Un mot sur cet événement. On est au Togo et je vais vous dire quelque chose, je sens depuis des semaines et des mois monter le débat, la conscience, l'intérêt, l'adhésion des Togolais, officiels évidemment, mais aussi des jeunes, des associations, des ONG togolaises pour cette COP21 et pour le climat. Parce que les Togolais sont marqués dans leur vie quotidienne par ce qui arrive au Togo. Au fond, le Togo paye déjà le prix du changement climatique. Et j'ai été très très frappé, comme ambassadeur de France ici, par la montée de cette prise de conscience, de ce débat et au fond de ce désir de changement dans le changement climatique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'au Togo, nous avons le plaisir et le bonheur d'avoir de nouveau un outil de coopération qui a été absent pendant quelques années, l'Institut français du Togo, qui a été réouvert le 8 septembre dernier. Alors, c'est une excellente occasion d'utiliser cette plateforme pour en faire un espace de débat, de rencontre. Alors effectivement, vous avez raison, nous avons décrété, pour être en résonance avec ce qui se passe à Paris, ici, un mois de la COP21, un mois climat en quelque sorte, qui va se passer du 20 novembre au 20 décembre. Ces dates ne sont pas prises au hasard. 10 jours avant le début de la COP, et 10 jours après sa fin. Donc vous voyez, on prend une fourchette large. Et on va avoir plusieurs types d'événements. On va avoir des tables rondes, soit des tables rondes d'experts qui vont être assez sérieuses, soit des tables rondes tout public pour permettre justement à tous les éléments de la population togolaise de venir et participer à des discussions. Il va y avoir aussi des projections de films, il va y avoir du théâtre et il va y avoir des contes. Et vous voyez qu'ainsi on s'adresse à toutes les populations togolaises, des plus âgés aux plus jeunes. On veut que les enfants soient spécialement concernés et touchés parce qu'ils sont l'avenir du Togo et ils sont plus largement l'avenir de la planète. Ceux qui vont mettre en œuvre l'accord de Paris, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ceux qui dans 20 ans auront votre âge ou le mien. C'est ça qu'il faut. Et on va faire enfin une retransmission en visioconférence le 8 décembre des événements qui se passeront à Paris pour être en complète résonance et complètement, si vous voulez, ancré dans la réalité de cette grande conférence diplomatique. Donc voilà un petit peu ce que nous proposons comme menu. Je sais que les Togolais sont intéressés, ils sont concernés par ce sujet et j'espère qu'ils viendront nombreux aux manifestations que va organiser l'Institut français. C'est sa vocation, Rolande. Cet institut, c'est l'Institut français au Togo. Il y a Togo et France dedans. Donc c'est la maison de la France ouverte aux Togolaises et aux Togolais. C'est ce que je souhaite pour cet établissement. Merci, Son Excellence. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot pour terminer. Le mot de la fin, s'il y a un mot de la fin, c'est le risque de fin de l'humanité si on n'arrive pas à un accord à Paris. Vous savez, Claude Lévi-Strauss, le grand sociologue, a dit un jour « Le monde a commencé sans l'humanité et pourrait finir sans elle ». Moi, ce que je crains, c'est tout simplement qu'il y ait une autodestruction de l'humanité. C'est ça qui est vraiment en cause. Je pense à l'image de l'autobus. Un autobus qui va vers un précipice. Les passagers et le conducteur savent que l'autobus va vers un précipice. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on ralentit et est-ce qu'on change le trajet ? Je crois que c'est vraiment l'image que je prendrais. Alors je souhaite évidemment que Paris réussisse, mais c'est pas Paris, c'est pas la France. C'est que l'humanité se sauve elle-même de ses propres démons, comme elle emporte d'autres. Et deuxième chose, je voudrais vous dire un chaleureux remerciement de m'avoir donné la parole, de m'avoir permis d'exprimer un certain nombre de choses qui ne sont pas la propriété de la France ou d'un ambassadeur, mais qui sont vraiment d'intérêt collectif. Et enfin,
je vous remercie à vous personnellement et aux médias de contribuer à cette diffusion de l'état de conscience. Vous avez ce rôle absolument capital avec la société civile et c'est vous qui allez permettre de mettre une pression suffisante sur les décideurs qui doivent souvent jongler avec des intérêts divergents, qui sont l'objet de pression très forte de la part de lobbies qui ne sont pas toujours très favorables à la modération des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important ce que vous faites. Et je vous en remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission très riche qui porte sur le thème la COP21, la diplomatie climatique de la France. Nous avons reçu dans cette émission Son Excellence M. Marc Fombostier, ambassadeur de France au Togo. Merci beaucoup, merci à vous tous de nous avoir suivis et d'être fidèles à ce programme. Au revoir, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Bye bye.